bonjour à toutes. J'allais dire à toutes et à tous, mais plus à toutes qu'à tous. Merci pour l'intro. Et merci aussi Mercedes, parce que je vais parler aussi de ce mal-être global. Je lui donne un nom, moi ça s'appelle le émotionnel. On en parle dans quelques instants. Mais juste, je vais me présenter rapidement à vous. Donc moi, je suis spécialiste de ces deux lettres-là. Je ne sais pas si ça vous parle. QE, c'est quotient émotionnel. On connaît tous le quotient intellectuel, la mesure de votre intelligence analytique. Eh bien moi, je vais vous parler de quotient émotionnel, mesure de l'intelligence émotionnelle. Alors, il se trouve que je travaille avec des populations un peu atypiques. Et dans les populations atypiques, je travaille notamment avec un collègue de Mercedes-Serra qui s'appelle Jacques Séguéla, qui est un spécimen que j'ausculte depuis un petit moment en termes d'émotionnalité. Mais pas que, je travaille avec des anciens des forces spéciales, avec des astronautes, la moitié des astronautes qui sont allés tout là-haut, et bien j'essaie de comprendre leur niveau de stress, comment ils gèrent leur stress. Des réalisateurs et des réalisatrices de cinéma, des membres des forces spéciales, le RAID, le GIGN, des négociateurs, des personnes qui ont survécu à des attentats, à des catastrophes en fait, en expédition en haute altitude. Et très récemment, un prisonnier, ancien prisonnier du couloir de la mort, qui a 2-3 choses à révéler sur la gestion des émotions. Et pourquoi j'ausculte en fait ces personnes-là? Pourquoi je les observe à la loupe grossissante? Parce que moi, j'aime bien étudier la nuit pour comprendre le jour. J'aime bien étudier les monstres pour comprendre le genre humain. Et du coup, j'aime bien aussi étudier l'extraordinaire pour comprendre notre quotidien, qui est quelquefois un peu moins extraordinaire, et bien que toutes ces personnes. Et toutes mes recherches, donc ça fait 15 ans que je travaille sur ces problématiques d'émotion, comment est-ce qu'on prend des décisions intuitivement, etc., etc. J'arrive toujours à la même conclusion, au même terminus, c'est que la vie préfère la simplicité à la complexité. J'avais un débat comme ça avec une journaliste de Télérama, je ne sais pas si on a dans la salle, par rapport à un documentaire que j'avais coordonné, qui est passé à la télé sur Canal, sur le monde des émotions. Et elle me disait, ouais, mais tous les conseils que vous donnez sont super simples, en fait. Genre simplistes. Et moi, je lui disais, oui, mais relisez ce que disait Stephen Jay Gould, feu Stephen Jay Gould. Je ne sais pas si vous avez en tête ce paléontologue qui écrivait des pages formidables dans le journal Le Monde. Et il disait, cette chose-là, il disait que les choses les plus simples sont les plus élémentaires pour le genre humain. Et tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui ici devrait être compris par un gamin de 10 ans. Alors quand j'écris un bouquin, quand je prépare une conférence, je la soumets à ma fille aînée de 12 ans, qui va avoir 12 ans prochainement. Et si elle me dit, attends, là ce que tu es en train de me raconter, je comprends pas, il y a une espèce de brouillard, c'est brumeux, je réécris. Et je vous donne juste une petite anecdote. Il y a quelques temps, je discutais avec un copain qui est un auteur best-seller, qui est un chercheur dans une top université. Et il me pitchait son livre. Et il me pitche son livre en 1 minute 30 et je comprends pas vraiment ce qu'il me dit. Et pourtant, voilà, je pense pas avoir le QI d'un bulot mi-cuit, mais je me dis, bon ok, allez, fais un peu d'effort, réveille-toi, prends un deuxième café. Il me repitch son livre, toujours un truc que je comprends pas. Et lui, il me dit, ouais, t'as raison, attends, je vais y réessayer. Donc il y a une V3, une V4, une V5. Bon, on arrive à la V10. Et à la V10, il commence à regarder ses mocassins à gland d'un air un petit peu déprimé. Et là, il me dit, en fait, je crois que ce que j'écris dans mes bouquins et ce que j'enseigne dans mes salles de cours, je le comprends pas moi-même. Donc là, j'ai dit, attends, viens, alors on va aller boire un coup. Parce que le mec était un peu au fond du seau. Mais c'est ça, c'est le réel. Il n'est pas explicité par des tournures de phrases chiadées. C'est pas parce que vous mettez un esthétisme dans ce que vous dites, c'est pas parce que vous utilisez des mots à quadruple ou quintuple sens dans ce que vous proposez à l'autre que ce que vous dites rend compte du réel. Donc là, je vais vous donner, j'ai essayé de vous donner plein de petits conseils qui peuvent vous aider à mieux apprivoiser vos émotions. Alors, on est à l'heure de l'IA, et moi j'ai envie de vous parler d'IE, donc d'intelligence émotionnelle. Et il se trouve que la plupart des rapports, vous regardez les derniers rapports du Forum économique mondial, vous prenez l'IBM Index, vous prenez les derniers sondages dans Forbes et ailleurs, tous vous disent que face à l'essor de l'IA, face à tous ces bouleversements sociétaux qu'on vit, eh bien, il y a une réplique de l'être humain. Dans le top 3 des compétences à acquérir, il y a l'intelligence émotionnelle. Ou alors une des dimensions clés de l'intelligence émotionnelle. Donc c'est de ça qu'on va parler. Alors le en rebond à ce que disait Mercedes Serra précédemment,
C'est cette espèce de foutoir ambiant qu'on vit. Ce chaos émotionnel qu'on est tous en train de vivre, ça veut dire bourdonnement. Donc on entend ici et là, nous chercheurs en psychologie sociale, moi je suis prof à Amiens, un espèce de bruit sourd sur cette petite boule bleue qui nous inquiète. Qui nous inquiète très très fort parce que ça fait maintenant, même un peu avant le Covid. Oui, je continue à dire le Covid parce que j'en ai un peu marre qu'on féminise toutes les catastrophes. Regardez le nom des tempêtes. Bon bref, je referme cette parenthèse. Émotionnel, ça veut dire trop plein de négativité. Et vous savez quelles sont dans le top 3 les 3 émotions dominantes? Eh bien, vous avez la peur, vous avez la colère et la jalousie. Ce sont les émotions les plus fréquemment ressenties dans la société et dans l'entreprise. Eh bien, elles font du mal parce qu'elles ne s'invitent pas dans le bon espace-temps, pas avec la bonne intensité, pas avec la bonne fréquence. Et donc là, quand on est sous-outillé, on peut très vite perdre pied. 9 peurs sur 10 que vous ressentez au quotidien. Et à nouveau, mon discours, il est général en fait, parce que l'émotion est universelle. 9 peurs sur 10 que les hommes et les femmes ressentent, eh bien, c'est des décors en carton-pâte à la Ray Harryhausen. Vous soufflez dessus, ça s'effondre. C'est factice, c'est faux. Le problème, c'est que votre cerveau, quand il n'est pas équipé, eh ben derrière, il se laisse avoir comme un bleu. Et il joue au sapeur-pompier, il veut éteindre tous les départs de feu psychique dans votre cerveau, et ça c'est énergivore, ça vous met à plat, ça vous fait expérimenter tout un tas de troubles psychosomatiques, troubles du sommeil, troubles alimentaires, troubles de la concentration, et ça vous fait perdre l'envie d'avoir envie, comme chantait l'autre. Alors il y a une lumière dans cette éclaircie du elle a un nom, ça s'appelle l'intelligence émotionnelle. Il n'y a pas une semaine où vous n'avez pas une publication scientifique, où vous n'avez pas un magazine qui titre là-dessus. Alors regardez dans vos kiosques, c'est juste fou. Et il se trouve que cette intelligence-là, je ne vais pas rentrer dans une grande définition parce que je n'ai pas le temps, mais pour moi, c'est un Waze psychique. C'est une forme de GPS intérieur qui fonctionne exactement comme Waze. Comment ça marche Waze? Vous avez des données entrantes d'utilisateurs. On vous dit tiens, là il y a des travaux, là il y a un animal mort, là il y a une déviation. Il y a une agrégation de toutes ces données qui sont des données réelles, concrètes du terrain, qui remontent dans l'algorithme, et l'algorithme va changer votre itinéraire pour atteindre finalement votre objectif. L'intelligence émotionnelle, c'est la même chose. Elle se base sur les émotions. Il n'y a pas plus pragmatique, il n'y a pas plus concret qu'une émotion. Une émotion, c'est un panneau signalétique qui est au bord de l'autoroute et qui vous dit « Attention, dans 50 mètres, tu as un virage dangereux ». Et là, il y a 2 catégories d'individus. Il y a ceux qui en ont strictement rien à foutre de ce panneau. Eux, ils augmentent la probabilité de se taper la rambarde 50 mètres plus loin. Et puis, il y en a d'autres qui disent « Ok, cette information, elle est peut-être cruciale pour maintenir ou optimiser mon niveau de bien-être. Eh bien, je vais décélérer. » Alors, quelquefois, il faut accélérer. Mais souvent, on ne prend pas en compte ce panneau signalétique. Il suffit de 21 millièmes de seconde, c'est moins de temps qu'il faut pour cligner de l'œil, pour qu'une émotion passe d'une tête à une autre, d'un corps à une autre. C'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Donc le virus le plus contagieux au monde, c'est pas celui de la grippe, c'est pas le Covid, c'est l'émotion. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on sait aujourd'hui que cette contagion, elle est favorisée dans le sens haut-bas. Tout ça pour dire que quand tu occupes un poste à responsabilité, comme celui que certaines d'entre vous occupez, eh bien, vous êtes un agent pathogène d'émotions beaucoup plus puissant que la moyenne. Tout simplement parce que vous faites un peu la pluie et le beau temps. Pour les gens qui sont en dessous de vous, c'est toi qui décides de mettre telle ou telle personne dans l'ascenseur social. C'est toi qui décides d'attribuer telle ou telle tâche, les jours fériés, les machins pour les jours de vacances, etc. Donc, il y a une certaine responsabilité. Et donc, les gens vous scrutent davantage. Leur degré d'attention est plus fort. Et donc, ils capturent plus facilement vos émotions. Donc, on a les références qu'on a. On parlait avant de Proust. Moi, je vais vous parler de Spider-Man. Eh bien, dans Spider-Man, vous avez un moment l'oncle du jeune héros qui lui dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. 50 à 70% du climat émotionnel d'une équipe est directement en fonction des émotions du leader. Et là, il y a une vraie question, c'est une question écologique. Quelle est votre empreinte émotionnelle? On parle beaucoup de l'empreinte carbone, les petits oiseaux, le CO2, c'est super important. Mais dans cette famille de l'écologie, il y a aussi l'écologie humaniste. Quel type d'individu vous avez envie d'être? Est-ce que vous avez envie de polluer les autres? Moi, je travaille beaucoup sur ce que j'appelle les enflures toxiques. Mes collègues à Stanford les appellent les salcons, les salconnes, c'est pas genré. C'est pas pour être vulgaire.
mais c'est pour montrer le pouvoir toxique de ces personnes sur autrui. Quel type d'individu vous avez envie d'être? C'est comme les gens qui balancent des bouteilles de plastique à la mer. Tu pollues ton environnement et il se trouve qu'il y a un retour de bâton. Cette bouteille de plastique, à un moment, elle est invariablement charriée par les vagues et elle te revient. C'est la même chose pour les émotions toxiques. Quand tu veux contraindre l'autre, quand tu veux le placer en position de malaisance, de gênance, juste pour assouvir toi tes propres objectifs ou tes propres fantasmes, eh bien à un moment, et sans le mesure aujourd'hui, tu en payes le prix. Et le prix, vous savez ce que c'est? C'est après 55 ans la solitude psychique et physique. Et fut un temps, là j'ai plus le temps maintenant, mais j'allais dans des EHPAD, j'allais interroger des femmes et des hommes qui étaient totalement seuls, abandonnés de tous, et il y avait toujours un tronc commun explicatif pour me démontrer ce qui leur arrivait. Et ces personnes-là me disent, en fait, quelque part, j'ai pas assez investi dans l'autre. On parlait d'investissement avant. Moi, je vais vous parler d'investissement affectif à travers 2-3 témoignages. Ces personnes-là n'avaient pas assez investi, donc il n'y avait pas de retour sur investissement affectif. Mais on en parle dans 2-3 minutes. Juste mon prix Nobel de la paix préféré, feu Desmond Tutu, disait la chose suivante: faites le bien par petits bouts là où vous êtes, car ce sont tous ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. Il a raison, parce que là, je suis en train de vous parler de quoi quand je vous parle de la contagion émotionnelle? Je vous parle de l'effet papillon, je vous parle de la théorie du chaos. Vous savez, celle qui est née au MIT, qui venait d'un type qui tentait de faire des prédictions météorologiques. Et on en est venu à expliquer qu'un tout petit changement dans le système pouvait modifier le système. Quand on a un poste à responsabilité, qu'on a ce pouvoir pathogène d'un point de vue affectif et émotionnel, eh bien on peut influencer toute une business unit, toute une entreprise. Moi j'ai vu des entreprises vraiment passer d'un climat super positif à un climat délétère, et vice-versa, en quelques semaines seulement. Donc ça va vite. Petite stat, c'est un sondage qu'on a fait, ou plutôt une étude sur des milliers de Français avec mes équipes. Donc on produit pas mal d'articles de recherche sur ces sujets. On l'a fait avec le concours du magazine Science et Avenir et du magazine de la Santé sur France 5. Je faisais quelques chroniques sur cet univers émotionnel il y a quelques temps, mais il n'y a plus le temps. Et il se trouve que dans les experts en intelligence émotionnelle, on a moins d'1% de la population. Moins d'1%. C'est une courbe de Gauss, pour ceux qui l'imaginent un petit peu de manière plus arrondie. Et il se trouve que ces moins d'1% là ont accès à tout un tas de bénéfices dans la vie. Donc ces personnes-là sécrètent moins d'hormones de stress, de cortisol en situation stressante, prennent de meilleures décisions, notamment dans des zones d'incertitude larges, avec un timing serré, avec une pression forte sur les épaules. Elles sont moins fatiguées, elles ont plus l'envie de vivre, plus satisfaites de leur vie, consomment moins de substances illicites type drogue dure, cocaïne, alcool fort, etc. Ont une meilleure qualité de sommeil, augmentent la qualité des relations sociales avec autrui, que l'autre soit votre conjoint, votre collaborateur, votre père, etc. etc., etc. Énormément de bénéfices qui devraient vous parler parce que ça correspond, c'est en résonance directement avec l'ADN de votre métier. Prise de décision, gestion du stress, qualité relationnelle avec autrui. Quand tu vois que tu peux jouer sur ce triptyque-là, à un moment, faut mettre un pied dans la porte de cet univers. Et autre chose intéressante, vu que je vous parlais avant d'enfluerie toxique, on a fait une étude récente sur des managers, autant de femmes que d'hommes, qui démontre une chose, c'est que plus tu es émotionnellement intelligent, donc plus ce logiciel psychique de Waze est supra-développé chez toi, moins tu cherches à manipuler les autres. Et plus, et ça c'est peut-être contre-intuitif, tu peux accéder à un supra-poste à responsabiliser. Et je passe le fait que tu as une durée de vie qui est plus longue, que tu sécrètes plus d'ocytocine, que tu produis plus des cellules K, des cellules tueuses qui t'aident à développer ton système immunitaire, etc., etc. Parce qu'après vous allez penser que c'est totalement gourouesque, mais c'est pas le cas. Allez, on va rentrer dans la tête, dans le cerveau d'individus avec des niveaux d'intelligence émotionnelle super élevés, qui font partie de ces 1%. Et je vous dirai après comment est-ce qu'on peut rejoindre cette bande-là des 1%, parce qu'on peut la rejoindre. Rien n'est figé d'un point de vue émotionnel dans la vie. Une des plus belles rencontres que j'ai faites dans ma vie, c'est avec cette femme-là qui a 31 ans,
qui est allongée sur ce banc avec son amoureux de l'époque, l'amour de sa vie. Elle s'appelle Annette Herfkens, on est dans les années 90, je ne sais pas si ça vous parle, elle a écrit un best-seller mondial. Et Annette Herfkens, elle décide de monter dans cet avion, qui est un Yak 40. Alors des fois on fait des conneries par amour, là elle en a fait une belle, okay, parce que c'est Patch, son amoureux, qui l'a invité à aller dans cet avion-là, pour aller dans une station balnéaire au Vietnam. Et il se trouve que cet avion va se cracher en pleine jungle vietnamienne, et Annette Herfkens va être la seule survivante. Elle va survivre 8 jours dans la jungle vietnamienne, les 2 jambes brisées, un poumon perforé, la mâchoire cassée, plein de bêtes féroces qui en veulent à sa masse musculaire. Bref, niveau de stress supra-élevé. Et pourtant, Annette Herfkens, je l'ai interrogée pendant 1 an et demi. On a eu plein d'échanges. Et elle m'a dit, c'est fou parce qu'à aucun moment j'ai été paralysé par ma peur. Et j'ai dit, bah, explique-moi comment t'as fait. Elle m'a dit, bah, c'est comme dans Harry Potter. Alors il y a peut-être des fans dans la salle. Elle dit, le jeune sorcier, quand il est attaqué par des monstres, donc c'est une image, eh bien qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de bulle de protection qui se forme autour de lui. Et de quoi est remplie cette bulle de protection? Eh bien de souvenirs émotionnels de bons moments passés avec ses parents biologiques qu'il a inconsciemment stockés dans sa mémoire. Et c'est ça qui fait effet bouclier, qui empêche le négatif de l'atteindre. Eh bien Annette Herfkens, elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit, tu sais, en fait, quand j'étais dans la jungle, il y a plein de fulgurances, de souvenirs comme ça qui ont fait surface, de bons moments passés avec mes amis, avec mes collaborateurs, avec toutes ces personnes avec qui j'ai investi du temps de cerveau disponible dans ma vie. Eh bien, dites-vous que la première ressource de résilience, quand on est dans une situation compliquée, c'est l'autre. Et on est dans une société beaucoup trop individualiste, beaucoup trop instagrammante, c'est me, myself and I, avec un ego comme ça. On se coupe d'autrui, en se coupant d'autrui, on se coupe de sa première ressource dispo en cas de coup dur à un carrefour de sa vie. Donc ça, c'est important. Autre personnage, Captain Hawk. Donc lui, c'est une star de la télé américaine, ancien membre des forces spéciales, béret vert, ceinture noire d'aïkido, de judo et d'intelligence émotionnelle. Et il m'a raconté un jour cette anecdote. Donc il était en train d'opérer pour une mission spéciale. Il devait aller avec un groupe commando repérer un camp de base. Et donc là, alors l'histoire commence bizarrement, ils vont confisquer le jet privé d'un baron de la drogue, avec toute la cargaison à l'intérieur. Donc ils survolent de nuit ce territoire ennemi, et à un moment il y a une panne sur un des 2 moteurs. Donc là le pilote chevronné sait faire, ok, pas de problème. Sauf que 30 secondes plus tard, 2e panne moteur. Donc là c'est une caisse de savon qui va s'écraser, et ils vont tous mourir. Donc là ils ont beau être super entraînés, c'est panic room. Et les petites gouttelettes qui ruissellent le long de la tempe, ils sont vraiment pas bien tous. Et à un moment Captain Hawk va créer un déclic. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pratique l'autodérision. Et là, il se met à se moquer d'eux-mêmes. Il leur dit, mais les gars, vous imaginez les gros titres dans les journaux le lendemain matin, avec écrit la crème de la crème des forces spéciales s'est écrasée à l'intérieur d'un jet privé d'un baron de la drogue, ils sont tous morts dans un nuage de cocaïne. Enfin, tu n'as pas envie d'avoir ça gravé sur ta pierre tombale quand tu fais partie des forces spéciales. Et donc là, tout le monde se marre, autant la peur est contagieuse, autant les émotions liées au rire le sont aussi. Tout le monde se marre. Le pilote, qui avait perdu 15 cm d'un point de vue corporel, affaissé dans son siège, se redresse, et là, il a un eureka. Et il a juste une image comme ça, il dit, ah tiens, attends, il y a 3 km de là, il y avait un terrain sur lequel on pourrait atterrir sans se faire canarder par les forces ennemies. Il fait demi-tour, il sort sur les vents ascendants-descendants, il finit par atterrir, et ils finissent tous sains et saufs. En cas de coup dur, que font les individus émotionnellement intelligents? Alors oui, ok, ils se souviennent de bons moments passés avec autrui, mais ils se marrent aussi. L'enjeu ne doit pas tuer le jeu. C'est ce qu'on appelle la pensée latérale en psycho, un vieux concept, mais qui a encore vachement d'actualité. Parce que ça vient activer des zones dans votre cerveau qui vous permettent de produire des idées créatives et adaptatives. L'intelligence émotionnelle, c'est une intelligence darwinienne. C'est une intelligence de l'adaptation. Autre chose, je vous livre juste comme ça, vous testerez. Et ça a été démontré par des travaux en neurosciences sociales de collègues. Quand vous avez un problème et vous n'arrivez pas à le résoudre, essayez de le penser dans votre 2e langue. Donc, posez-vous la question à l'intérieur de votre boîte crânienne. Where is Brian? Bon, là, je crois que vous avez toute la réponse. Mais posez la question dans votre 2e langue et essayez d'y répondre dans votre 2e langue. Vous verrez, c'est assez magique.
Donc moi, il y a pas mal de patrons et de patronnes que je conseille depuis des années et qui se sont mis à ça. Et je peux vous assurer que ça fluidifie la décision. C'est une caractéristique des individus émotionnellement intelligents. Alors, juste rapidement, ça, c'est 2 personnages que j'ai eu la chance de rencontrer. Un s'appelle Nando Parrado. C'est celui qui est sur votre gauche, et l'autre c'est Ivan Sprach, c'est celui qui a inspiré Spielberg pour le personnage d'Indiana Jones. Donc c'est un docteur en archéologie qui est supradoué, et ces deux-là ont un niveau d'intelligence émotionnelle très élevé, et voilà en gros leur conclusion: s'il n'y a pas de solution, c'est qu'au final il n'y a pas de problème. Donc ça, vous allez pouvoir vous le méditer un petit peu avant de vous endormir ce soir. Autre chose vérifiée par les neurosciences sociales, plus c'est compliqué. Alors je la remets en arrière parce qu'il y a des gens qui voulaient photographier. Ouais, image mentale. Attention, celle-ci elle est gratinée aussi. Plus c'est compliqué, moins il faut réfléchir au sens traditionnel du terme, parce que tout simplement intuitivement, ça t'écarte de tes préférences et en réalité de ce premier matériau émotionnel qui te vient et qu'on veut masquer. Voir le monde d'en haut sans le prendre de haut. Donc là on reprend aussi ce verbatim célèbre. C'est pas parce que dans intelligence émotionnelle il y a intelligence qu'on doit se croire au-dessus des autres. Les patronnes ou les patrons avec qui je bosse, à un moment elles sont capables de se mettre aussi au même niveau que les autres, de prendre le pouls de l'organisation pour finalement être le plus dans l'actualité de ce qui se passe. Et pour finir, je voudrais vous amener à la rencontre de quelqu'un qui m'a ému aux larmes. Je pense qu'il y a actuellement des scénaristes hollywoodiens qui se penchent sur sa vie. Il s'appelle Damien Meurice. Et il se trouve que Damien Meurice, il y a 2 dates qui le caractérisent. Le 13 novembre 2015 et le 11 septembre 2018. Donc le 13 novembre 2015, il est dans la fosse du Bataclan. Il survit à tout ça. Il survit à cette catastrophe. Sauf que 3 ans plus tard, en 2018, il rentre d'une répétition avec son groupe de rock. Et là, il a un accident de la route. Blackout total, on ne sait pas ce qui se passe. Il se réveille face contre terre à respirer de la poussière. Les pompiers viennent le secourir, l'amènent à l'hôpital, et là on lui annonce qu'il a perdu l'usage de ses 2 jambes. Donc plutôt d'un point de vue émotionnel, c'est chargé. Et sur son lit d'hôpital, il se pose la question ultime que se posent tous les individus émotionnellement intelligents en situation critique. Qu'est-ce que je suis prêt à perdre dans la vie? Et je vais vous partager sa réponse. Lui m'a dit, moi j'étais pas prêt à perdre mes 2 mains, parce que le gars est un joueur de guitare invétéré. Sa guitare, c'est sa psychothérapeute. Donc chaque fois qu'il a un coup de blues, il fait appel à elle. Il dit, j'étais pas prêt à perdre la tête, parce que quand je vois toutes ces personnes qui ont des maladies neurodégénératives, Alzheimer, etc., qui ont plus de futur, qui ont un passé qui s'inscrit dans le présent et inversement, il dit, c'est pas une vie. La seule chose que j'étais prêt à perdre, ce sont mes jambes, basta. L'individu émotionnellement intelligent, il est capable de faire quelque chose d'assez fou. Aujourd'hui, à l'époque du transhumanisme, il est capable de faire des deuils. Parce que quand tu élimines la mort de l'équation de la vie, comme on essaye de le faire en prolongeant avec des organes artificiels, etc., l'espérance d'un individu, eh bien on enlève en fait la mort de l'équation de la vie, et donc on enlève la capacité à faire des deuils. Quand tu as un échec c'est un deuil, il y a un deuil à faire. Il faut passer par des étapes de tristesse, etc., pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné, etc., etc. Donc cette question-là, moi je vous invite à vous la poser au moins 1 fois par mois, par rapport à un truc qui a totalement déraillé dans votre vie, que ce soit dans la sphère personnelle ou la sphère professionnelle. Et vraiment pour finir, Harry Houdini, je ne sais pas si vous voyez donc, le magicien, le papa de l'escapologie, donc l'art de s'évader, il avait l'habitude de lancer des grands défis à la société, et notamment à la police de Chicago, qui était un peu son souffre-douleur. Et il leur a dit un jour, enfermez-moi dans une cellule, menottez-moi, et vous allez voir, en moins de 30 minutes, je serai capable de sortir, de m'évader de cette cellule. En réalité, il a réussi en moins de 3 minutes. Alors il y avait un truc, parce qu'il avait discuté avec un avaleur de sabre sur une foire, qui lui avait dit, tiens, place un truc dans ton œsophage, ça va t'aider. Donc c'est ce qu'il a fait. Et Harry Houdini, retenez juste ça, était jamais autant prisonnier qu'il n'y paraissait. Il n'y a pas d'impasse dans la vie. Et il se trouve que quand tu développes ton intelligence émotionnelle, parce qu'on peut la développer, c'est une des plus grandes découvertes en neurosciences sociales, ça s'appelle la plasticité émotionnelle, petite fille de la plasticité cérébrale.
à tout âge, il y a des études qui l'ont, même après 65 ans, on peut développer ça. Eh bien, tu verras que tu n'es jamais autant prisonnière qu'il n'y paraît. Et s'il n'y a pas de solution à problème, n'oubliez pas, hein, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc si vous voulez vous tester, si vous voulez vous développer sur ces dimensions-là, j'ai mis un QR code, généralement j'y pense jamais, mais aujourd'hui on a créé des tests de performance qui sont vraiment fiables, qu'on a validés scientifiquement et qui peuvent vous aider à un moment à avancer sur ces sujets. Je vous remercie.